Il y a 30 ans, Marc était bénévole et depuis 30 ans, il est bénévole pour la Fondation du CHU. Et le 16 octobre dernier, il était opéré par le docteur David Fortin. Le docteur Fortin lui a retiré une tumeur au cerveau de cette grosseur-là. J'ai toujours été bénévole depuis 30 ans, puis je vais continuer de l'être. Je me serais jamais attendu à avoir besoin des soins du CHU un jour. À 49 ans, sans aucun antécédent médical, Marc Lamontagne a toujours été actif. Bénévole au Téléthon, homme engagé, père attentif. Le 20 septembre, il se retrouve face à l'inconnu. La minute avant, les secondes avant, j'ai eu aucun avertissement. Même pas, oh, je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ça a coupé, là, pain sec. Je suis assis là, je venais de faire un appel conférence avec mes employés. Je regardais une feuille de temps, puis tout à coup, pouf, ça l'a arrêté. Je suis juste tombé. J'étais ici, j'étais en train de me préparer à manger au comptoir, puis dans le fond, j'ai entendu un gros bang. Moi, je pensais que c'était peut-être un objet qui était tombé, fait que quand je suis monté en haut, ben, j'ai vu que c'était sa chaise qui avait revolé dans la porte. La chaise avait revolé, il a ramassé à peu près tous les objets sur le bureau à côté, en tombant, puis il était par terre en convulsion à son bureau, la tête entre trois meubles. Puis il bavait, puis les yeux qui tournaient. Il était complètement crispé. Quand j'ai essayé de l'asseoir puis pour lui sortir la tête des bureaux, ben, j'avais de la misère à le plier en deux parce que tous les muscles étaient tendus. Fait que je l'ai amené ici, puis je l'ai assis dans le fond comme ça, ici sur le côté des marches. Moi, je suis resté des marches en le tenant par les épaules pour me tenant la tête pour être sûr qu'il tombe pas. Ça a pris peut-être une minute ou deux avant qu'il reparle, puis après ça, dans le fond, les pompiers sont arrivés. Il me regardait, puis il me dit « Bon, ça va-tu, ça va-tu? » Là, je le regardais, puis je comprenais rien. Quand c'est notre père, ça fesse plus, puis j'avais peur je savais pas s'il était pour mourir dans mes mains, si c'est quoi qu'il y avait, qu'est-ce qui se passait avec. Entre-temps, Christian contacte les services d'urgence. Les pompiers de Sherbrooke arrivent rapidement. Les paramédics suivent. Marc est conduit au CHUS. Ils m'ont envoyé en résonance magnétique. Ils m'ont même annoncé que, bon, on va peut-être avoir des mauvaises nouvelles. Mais ils disent, on va approfondir. À ce moment-là, tu réalises que, ouf, qu'est-ce qui se passe? Là, le petit hamster se met à tourner, là. Et tu dis, des mauvaises nouvelles, c'est quoi, là? Le lendemain matin, j'avais déjà le résultat de la résonance. C'était assez évident. J'avais une masse assez imposante au cerveau. Fait que là, tu dis, ouf, OK, c'est quoi ça? Ils m'ont dit tout de suite que c'était un méningiome. Ça part des méninges, puis ça pousse vers l'intérieur. Comme la boîte crânienne ne peut pas s'étirer, ne peut pas s'expandre, donc ça pousse vers l'intérieur. Puis à ce moment-là, quand j'ai fait la crise de convulsion, bien, c'était probablement c'était une limite. Là. Pourquoi c'est là? Pourquoi ça apparaît? Combien de temps? Ça a-tu été graduel? Probablement, parce que sinon, ça aurait été soudain, j'aurais fait des crises avant ça. Marc est immédiatement mis en contact avec l'équipe du docteur David Fortin. L'option possible, opérer pour enlever la tumeur. Bon, ben, à l'attaque. Je vais opérer tout de suite, parce que tu peux pas laisser de l'édème au cerveau, tu joues pas avec ça. Donc, tout de suite, le lendemain, j'étais cédulé pour le 13 octobre avec le docteur Fortin. Peux-tu partir localement, s'il vous plaît, pour savoir exactement combien de temps ça va nous prendre à faire un registration? Opératoire. J'étais le deuxième patient, en fait, qui passait là-dessus. Ils s'en sont servis plus pour localiser la tumeur. Puis, en fait, je pense que ce robot-là peut finir par devenir le bras du chirurgien. Là. ROSA, c'est un système de neuronavigation couplé à un bras robotisé. Là, pour l'instant, le bras robotisé ne fait pas grand-chose d'autre que tenir une aiguille pour faire une biopsie ou vraiment aller faire un petit peu de rétraction dans le cerveau. Le but, c'est qu'un jour, on n'est pas là, mais un jour, ce bras-là devienne un assistant à proprement parler au chirurgien. Il n'y a pas d'opération sans risque, surtout au cerveau. Si la tumeur est agrafée un petit peu partout avec des vaisseaux, il faut aller disséquer, il faut aller gratter ça un peu. Fait qu'il y a des chances qu'on brise les vaisseaux. Son avantage, c'est qu'on peut le programmer. On peut définir à même le bras un compte de sécurité au-delà duquel on ne peut pas aller. On peut définir différents paramètres qui font que ça rendrait les chirurgiens encore plus sécuritaires. J'étais en examen pendant qu'il se faisait opérer. Fait que je ne savais vraiment pas ce qui pouvait arriver. L'opération au cerveau est un succès. Quelques jours après l'opération, Marc peut revenir chez lui.
J'ai été opéré le mercredi et le samedi, je sortais de l'hôpital. À ce moment-là, j'avais aucune douleur. Malgré la craniotomie, malgré tout ça, j'avais pas besoin de calmant, j'avais pas besoin de rien. Je marchais dans les corridors. C'est variable, là. Chaque individu a sa manière de guérir, entre guillemets, une blessure, parce que quand on fait une chirurgie, on induit une blessure, je ne veux pas. Marc s'est remis très rapidement. Il est dans les patients qui se remettent vite. Suite à l'opération, le cerveau était tellement malléable qu'il a repris sa place. Normalement, il m'a dit on refait le plein avec de l'eau, puis avec le temps, le cerveau prend sa place, puis ça se résorbe. Mais il dit là, aussitôt qu'on a enlevé la tumeur, il dit le cerveau a repris sa place. Comment tu vas regarder ta coupure? Elle est belle, hein? Oui, c'est pas pire. En tout cas, dans le front, elle est belle. Comment ça va depuis l'opération? La première semaine, j'étais comme sur un high, je te dirais. OK. Après ça, ça a diminué. Là. Je suis plus fatigué. Je dors moins la nuit. Premièrement, c'est une bonne opération que tu as eue. On dit, hein, c'est une moyenne opération. Je vais te montrer ça. Oui. Fait, là. Ça a bien été, ça a été assez rapide, mais ton corps, lui, ça y prend de 3 à 6 mois à guérir tout ça, cette opération-là. Fait que tu vas te ressentir de la fatigue. Fait que ce qu'on va faire, on va se repayer une résonance magnétique dans 3 mois. On va voir de quoi ça a l'air. Si la résonance magnétique, le radiologiste nous avait dit, ben regarde, il reste un nodule, on n'aura pas eu le choix que de le traiter, mais on n'en voit pas de nodule. Quand on regarde tout le long de la fameuse peau, qui est cette ligne blanche-là, ici, là, on voit rien. Là. Je pense qu'on va être correct là, pour s'en sortir avec des suivis, tout simplement, puis rien faire d'autre. Puis on devrait être bon avec ça, normalement. Les risques de récidive sont quasi nuls, mais un suivi sera fait pour s'assurer que la menace est bel et bien écartée. Le Dr Fortin, entre autres, je pense que c'est une personne d'exception. Puis le fait qu'il veut rester à Sherbrooke, il ne veut pas s'expatrier ailleurs, je pense que c'est un plus pour nous autres. C'est assez incroyable qu'on ait un des meilleurs là, au monde. Là. Puis les gens se l'arrachent. C'est trop gentil. Bien, ça a l'air d'être très vrai, mais on va revenir à vous, docteur. Ça va être votre tour. Attendez, je vais vous opérer, ça ne sera pas long. Marc, vous êtes à nouveau bénévole, comme si c'était rien passé. Je suis encore bénévole cette année, effectivement. J'ai des tâches un peu moins difficiles, mais Non, je comprends. Mais ça va revenir. Écoutez, jamais un mot de tête, jamais un serment. On a dit, un petit étourdissement, un petit mal de cœur. Aucun mot de tête. Je vais embrouiller. Rien. Pas d'étourdissement, rien. J'ai rien senti même avant la crise d'épilepsie. C'est quand même incroyable. Je me suis réveillé, les ambulanciers étaient là, puis c'est tout. Toi, Christian, tu penses-tu que ton père va y passer? Quand tu vois ça, tu sais pas ce qu'il y a, là. Je veux dire, l'écume, tu vois que c'est l'épilepsie peut-être. Tu es au courant un peu ou quoi? Ben, dans le fond, moi, quand je l'ai trouvé, je savais vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Je savais qu'il était en convulsion, je savais pas pourquoi. Il n'y a jamais eu de problème de santé. Fait que dans le fond, je l'ai relevé parce qu'il y avait de la misère à respirer et de l'écume sur le bord de la bouche un peu. Je l'ai mis en position assise. J'ai eu de la misère au début parce qu'il était très tendu. Après ça, j'ai suivi les instructions des services d'urgence au téléphone. Ils sont arrivés, puis après ça, c'est 2 jours d'attente pour savoir pourquoi il était comme ça. David Fortin, docteur, avoir une tumeur de cette grosseur-là, là, on commence à jaser. Là. C'est pas bénin. C'est bénin parce que c'est pas malin, mais c'est pas anodin. Oui, non, c'est pas anodin, mais justement, si le cerveau de quelqu'un est capable d'accommoder une tumeur comme ça, de cette grosseur-là, c'est à dire que la tumeur a poussé lentement, probablement. Donc, c'est le type de tumeur qui pousse sur des années, ça, là. Ça prend des années avant que ça arrive. Ça peut être là depuis 10 ans. Je comprends pas. Tu sais, on se cogne le bout du doigt, puis on a mal à la tête. Je comprends pas qu'on ait ça dans la tête et qu'on n'ait pas mal à nulle part. Justement, vous venez de le dire, vous cognez le bout du doigt, c'est un événement soudain, c'est immédiat. Ça crée de l'inflammation, c'est pour ça que vous avez mal. Okay. Ça, ces histoires-là, comme je vous explique, ça pousse très, très, très lentement, ce qui permet au cerveau d'accommoder la pression. Le cerveau est un organe noble, parmi les organes nobles. Pour la plupart des gens. Oui, pour la plupart des gens qui savent s'en servir. Exact. Quand on enlève une tumeur comme celle-là, elle est venue dans un milieu qui n'est pas prêt à la recevoir. De sorte qu'il y a toutes sortes d'affaires. Là. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi il ne faut pas toucher pour avoir la bonne affaire? Bien, une tumeur comme ça, qui est placée relativement à la surface du cerveau, en fait, en profondeur, elle comprime le cerveau, mais surtout autour, elle va produire une distorsion dans le réseau sanguin.
Puis là où c'est placé, c'est le type de veine qu'on n'a pas le droit, nous, de blesser. Si jamais, lors de la chirurgie, on abîme une de ces veines-là, ça pourrait être catastrophique pour le patient. Bon, à l'endroit où Marc sa tumeur, y a-tu des centres, je ne sais pas, moteurs, d'élocution, de sensibilité, je ne sais pas? Bien, c'était du côté gauche, c'est dans son hémisphère dominant, donc il y a l'air du langage qui n'est pas trop loin de ça, puis il y a toute la motricité du côté droit du corps. Donc, dans un scénario catastrophe où, par exemple, on blesserait des veines de drainage importantes dans cette région-là, on pourrait rendre un patient hémiplégique, c'est-à-dire paralysé du côté droit, puis le priver de son langage. Donc, il n'y a pas d'intervention pas dangereuse quand on est au cerveau? Bien, je pense qu'on peut dire ça de toutes les interventions chirurgicales, là, même des interventions à apparence très bénigne en périphérie. Toutes ces interventions-là ont le potentiel de se compliquer. Oui, mais moi, là, on n'a pas inventé ça. On me dit, Fortin, c'est une sommité, c'est mondial, il fait des affaires, le monde vient le chercher, ils veulent nous le voler. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? On amène des instruments pour le garder. Bien, Mazan, il faut. Non, mais c'est vrai, ça, il faut vous l'accorder. Là. Je comprends l'humilité, puis je comprends tout ça, là, la modestie, je comprends tout ça, là, mais... Ben, on s'entend-tu que moi, je fais de la TV, vous ouvrez des cerveaux? Oui, mais j'ai des collègues qui font la même chose que moi, qui sont aussi doués, là. Oui, bien, nous autres, on va vous garder. Docteur Fortin, j'ai pas l'intention de m'en aller. Good! Parfait. Yes, on le garde. Docteur Fortin, on joue dans le petit, là, quand on opère dans le cerveau. On ne va pas avoir une grosse tête, des fois, dans la vie, mais vous jouez dans le micro, là. Vous faites ça avec quoi? Pas avec un scalpel ordinaire. Bien, typiquement, on va travailler avec un instrument qu'on appelle le cavitron, qu'on a brièvement vu lors du vidéo de la chirurgie de Marc, qui est un instrument... Il faudrait enlever les bouchons, là. Exact. Qui est un instrument qui émet des ultrasons pour aspirer la tumeur. Moi, être franc avec vous, ils ne sont pas assez grosses pour moi. Moi, ça me prend des portes patios. Puis on va travailler avec des lunettes comme ça. Ouais, ben, vous opérez avec des lunettes comme ça? Oui, on travaille avec des lunettes comme ça. Puis lorsque ça, c'est pas suffisant, ben, on introduit le microscope. Vous grossissez avec des lunettes ou vous allez au microscope? Exact. Faire une chirurgie au microscope, est-ce que ça... On n'est pas habitué de regarder dans un microscope. Oui, c'est une question d'habitude. C'est une dextérité qui se développe. Oui, facilement, assez facilement. C'est une question de pratique. Tout est de la pratique, finalement. Pour opérer au microscope... Dans le fond, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Puis opérer au microscope, ça a l'avantage que vous n'avez rien sur la tête, parce que porter ça, puis une lampe frontale, des fois, on se met une petite lampe sur le front, là. De l'air fin. Oui, c'est ça. Une chance qu'on dort. Après quelques heures, la tête nous vient lourde. Le microscope, ça a pour avantage de nous dégager la tête, nous assurer une bonne luminosité. Ce monsieur est-il un cas d'exception? Je ne sais que répondre. Je pense que oui. Marc, c'est un peu particulier quand on a affaire à quelqu'un qu'on croise à tous les ans là, au Téléthon, entre autres, là, qu'on sait être un bénévole actif. C'est un gars qui était extraordinairement positif, posé, qui s'est remis de cette opération-là comme si de rien n'était. Je me rappelle de ma visite le lendemain aux soins intensifs. Il était assis à sa chaise en train de manger, puis je pense qu'il me demandait pour s'en aller chez eux. Mais moi, je sais qu'est-ce qu'il a fait dans les jours en sortant de l'hôpital. Ah, ça, je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas dans les confidences. Bien, il a été magasiné. Puis il vous a acheté quelque chose. Ah oui? Okay. Ouais. En fait, j'ai deux choses. C'est gros magasinage. J'ai fait une collecte à la compagnie où je travaille, chez Ortho Clinical Diagnostics. Et puis, mon épouse a fait une collecte chez Raymond Chabot. 1300 $. C'est bien, ça. Et avec la famille. Merci beaucoup. Ça, c'est une première affaire. Après ça, avec... David, il faut que tu te lèves. Oui, il faut que tu te lève. Vous me faites peur. Oui, je sais. Mais c'est pas grave, on va vous opérer. Avec les témoignages et les histoires à succès qu'on entend année après année, je pense qu'on sait qu'on a une équipe d'étoiles au CHUS. David en fait partie. L'équipe d'étoiles, évidemment, c'est le centre hospitalier, le CH. Le CH. Et je vous ai fait faire un chandail qui vous représente pour moi. Fortin, numéro 1. Faut que tu le mettes. Faut que tu le mettes. Oui. Hein? Merci beaucoup, Marc Lamontagne. Merci, Christian. David Fortin. Merci beaucoup. Merci bien. Donnez généreusement, s'il vous plaît, les téléphones. Il faut que ça sonne. Je pense que je vais y aller.